Mesdames, Messieurs, bonsoir. Télé Sahel entame à partir de ce soir une série d'entretiens des membres du gouvernement, un entretien axé essentiellement sur le bilan de mise en œuvre des lettres de mission à eux confiées par le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, le général de brigade Abdraman Chani, après 18 mois d'exercice à la tête de leur département ministériel respectif. Pendant 30 minutes, chaque membre du gouvernement sera sur ce plateau pour décliner sa lettre de mission et le niveau de son exécution au stade actuel. Les questions vont s'articuler autour des 3 axes principaux, à savoir bilan, leçons à tirer et les perspectives. Le passage des ministres respectera l'ordre de préséance tel que établi dans le trombinoscope de la composition des membres du gouvernement, à une exception près, puisque le dernier passage est réservé au Premier ministre pour parfaire éventuellement cet exercice. Un exercice qui va être conduit de bout en bout par Abdoulaye Tchemogou et moi-même, votre humble serviteur. Voilà pour les principes. Pour commencer, nous recevons aujourd'hui le ministre d'État, ministre de la Défense, le général de corps d'armée, Salifou Modi. Monsieur le ministre d'État, bonsoir et merci de votre présence. Abdoulaye Tchemogou, à vous la toute première question. Monsieur le ministre d'État, bonsoir. Avant d'entamer cet entretien qui porte sur votre bilan à la tête du ministère de la Défense nationale, pour planter un peu le décor, pouvez-vous rappeler la situation sécuritaire au Niger d'avant les événements du 26 juillet 2023? Bonsoir, Monsieur Ousmane El Ibrahim. Bonsoir, Monsieur Abdoulaye Tchemogou. Merci pour cette opportunité que vous me donnez pour éclairer le peuple nigérien sur le bilan du ministère de la Défense nationale au titre de l'année 2024. Je voudrais de prime abord témoigner ma gratitude à son Excellence, Monsieur le Président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, le général de brigade Abdraman Chani, pour la confiance à ma modeste personne. Je profite également de votre micro pour souhaiter aux téléspectateurs mes meilleurs vœux de santé, de paix et de prospérité. Ces vœux vont également au peuple de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel. Puisse Dieu descendre sa grâce et sa miséricorde sur nos pays de l'AES. Et comme vous le savez, avant les événements du 26 juillet 2023, notre pays était en insécurité. Notre pays était en insécurité tout simplement parce que nous ne maîtrisions pas la situation sécuritaire. Nous étions sous tutelle. Nous faisions partie d'un plan, d'un schéma. Ça, c'est un. Et deuxièmement, au niveau national, nos structures de sécurité étaient désorganisées. Les forces de défense et de sécurité étaient bien en place. Mais le système était tel que ces forces ne pouvaient pas travailler en synergie. Bien sûr, cela faisait l'affaire de ceux sous lesquels nous étions, en particulier les forces étrangères et précisément les forces françaises. Naturellement, cette situation fait que sur le plan sécuritaire, pour ceux qui s'y connaissent, c'était le désordre sécuritaire. Et à cela, il faut ajouter un certain nombre d'experts de tout acabit qui se retrouvaient dans le système, qui outrepassaient non seulement leurs responsabilités, mais qui se mêlaient de ceux qui ne maîtrisaient pas. C'était pratiquement un charlatanisme sécuritaire Qui prévalait. Bien sûr, pour le commun des Nigériens, tout allait bien. Tout simplement parce qu'il y avait un narratif, il y avait tout un montage en interne et à l'international pour faire croire que la situation était l'une des meilleures de la sous-région.
Voilà ce que nous vivions avant les événements du 26 juillet 2023. Monsieur le ministre d'État, dans la lettre d'émission à vous confiée par le chef de l'État, il était question d'élaborer une stratégie nationale de la défense du territoire. Qu'en est-il? Une stratégie nationale de défense, ça englobe plusieurs aspects qui concernent aussi bien le domaine militaire que le domaine économique, le domaine diplomatique, le domaine des infrastructures, etc. etc. Donc, cette stratégie est encore en élaboration. Elle se conçoit avec les experts, non seulement du ministère de la Défense nationale, mais les experts des autres des ministères concernés. Et bien sûr, cette stratégie doit tenir compte aussi de l'environnement dans lequel nous évoluons, environnement régional, international, mais ça concerne aussi les menaces auxquelles nous faisons face, les menaces d'aujourd'hui, les menaces de demain, les menaces du futur d'une manière générale. Donc c'est un ensemble global de sécurité qui est en train de se mettre en place. C'est dans la durée, mais c'est évolutif également. Alors, pour ce qui concerne la situation de 2024 que nous vivons, il fallait bien mettre en place un dispositif pour faire face à l'immédiat, parce que à partir de 2024, nous sommes entrés dans un cycle de menaces tous azimuts. Il y avait bien sûr ces groupes criminels qui sévissaient un peu partout sur nos frontières, au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Vous vous rappelez, à travers le bulletin des forces armées, les différentes opérations. Donc il y a cette insécurité, on va dire, qui sévit sur les frontières, mais il y a les autres menaces qui sont les menaces de déstabilisation de notre pays, les embargos, parce qu'il faut se dire que jusqu'à aujourd'hui, ces embargos se poursuivent. Ouais. Il y a également ces menaces informationnelles. La guerre de la communication. Cette guerre de la communication, où tous les moyens sont mis en œuvre pour non seulement décourager nos populations, nos forces de défense et de sécurité, mais aussi faire comprendre à l'extérieur que rien ne va au Niger. Donc par rapport à cette situation, nous avons mis en place une stratégie militaire concertée, une stratégie militaire collaborative. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que les forces de défense et de sécurité, puisque nous voyons que les menaces sont multiformes, les forces de défense et de sécurité et les populations doivent travailler en synergie pour juguler ces menaces et je dirais même pour juguler ces attaques. Parce qu'en réalité, il y a les attaques terroristes, il y a les subversifs en interne comme à l'externe. Il y a également l'information, dont vous parlez, les médias, en interne et à l'externe aussi, qui sont mis à contribution. Donc, c'est une guerre tous azimuts. Et par rapport à ça, les forces de défense et de sécurité sont certes, et particulièrement l'armée, sont en première ligne, mais les populations aussi doivent être concernées par le problème. Et nous avons réussi en 2024 à faire comprendre à nos populations que cette guerre, c'est une guerre de tout le monde. C'est ça. Ça, c'est cette stratégie de concerter, mais concerter aussi avec nos voisins, les pays de l'AES, le Burkina et le Mali. Donc cette stratégie a porté ses fruits et nous poursuivons l'information, la sensibilisation de nos populations. Parce que notre pays ne peut être défendu que par nous-mêmes. Les forces armées en avant, la population en soutien. C'est cette stratégie que nous sommes
en train de développer actuellement. D'accord. Monsieur le ministre d'État, toujours en lien avec cette lettre de mission, il était question d'intensifier les efforts pour le renforcement des capacités d'intervention opérationnelle des forces de défense et de sécurité, notamment à travers le recrutement, la formation du personnel, l'acquisition de moyens matériels et logistiques, ainsi que le perfectionnement du système de renseignement militaire. Qu'est-ce qui a été fait à ce jour, monsieur le ministre d'État? Alors en 2024, je disais tantôt que nous étions dans un désordre sécuritaire. En 2024, il faut mettre de l'ordre dans tout cela. Mais pour faire ça, il faut avoir des dispositifs, il faut avoir une organisation et il faut avoir des hommes pour animer ces organisations. Bien sûr. Nous avons tout cela. Malheureusement, ça a été mal utilisé précédemment. Alors, en termes de personnel, en 2024, nous avions recruté au titre des forces armées nationales et de la gendarmerie 12 792 personnes en termes d'officiers, de sous-officiers, de militaires du rang, de gendarmes, en termes de spécialistes dans toutes les spécialités, la santé, les télécommunications, le génie, l'électricité, etc., etc. Et cela malgré l'embargo. Malgré l'embargo. Et toutes ces personnes ont été formées dans nos centres de formation. Nous avons formé en 2024 18 377 personnes, et dans tous les domaines. Parce qu'une armée ne vaut que par ce que valent les hommes. Et les hommes, pour répondre aux attentes de la population, doivent être formés, doivent être compétents. Donc nous avons, malgré l'embargo, nous avons non seulement recruté à concurrent de 66% par rapport à 2023, et nous avons formé ces personnels-là, renforcé leurs capacités, malgré la guerre que nous menons, nous continuons à travailler normalement. Les hommes continuent à se perfectionner. Les renforcements de capacités se poursuivent. Ça, c'est pour ce qui concerne le personnel, les ressources humaines. En termes de ressources matérielles, nous avons eu des acquisitions de nouveaux matériels et des acquisitions d'aéronefs, de véhicules de transport, des moyens logistiques, véhicules de combat, des véhicules blindés, et aussi en 2024 des infrastructures pour améliorer les conditions de vie et de travail du personnel ont été aussi mises en place. Donc je dois dire qu'en 2024, c'est l'année de la prise en compte effective de notre défense nationale et de notre sécurité, par nos propres moyens. La prise en compte de manière définitive de nos moyens de défense, c'est bien entendu, monsieur le ministre. La coopération militaire, cette fois-ci, pour aborder notre sujet, à travers l'établissement d'accords, de partenariats équilibrés et respectueux de la souveraineté de toutes les parties, figure dans votre lettre de mission. Quelles sont les actions entreprises dans ce domaine? Dans le domaine de la diplomatie militaire, vous savez, nous avons dénoncé un certain nombre d'accords, dont les accords de défense avec la France, fin 2023. Alors, à partir de 2024, les partenaires qui étaient ici devaient se soumettre ou bien devaient aller dans le sens de ce que nous voulons donner à cette coopération militaire. Bien sûr, dans la poursuite de ce qui s'est passé en 2023, certains partenaires ont décidé de suivre les forces françaises. Des accords ont été suspendus, des accords initiaux militaires ont été suspendus avec ces pays.
façon Et ces unilatérale. pays se sont retirés. Nous l'avons fait de façon diplomatique. Et ces pays ont retiré également leurs troupes en 2024. Et nous avons entrepris, dans le cadre de cette diplomatie, de nous adresser à d'autres partenaires. Parce que, comme on l'a dit, le Niger va défendre ses intérêts et le Niger ira là où se trouvent ses intérêts. Et le Niger scellera ses partenariats en fonction de ses besoins. Alors, dans ce cadre, nous avons entrepris de nouvelles relations militaires avec un certain nombre de pays, notamment la Chine, qui était déjà un ancien partenaire, mais qui a renforcé sa coopération avec nous, un attaché de défense qui n'a jamais été mis en place ici et a été nommé. La Turquie également a nommé un attaché de défense au Niger. Nous avons aussi, dans la même foulée, établi des contacts avec l'Iran, avec des pays comme l'Égypte, etc., etc. Donc nous avons de nouveaux partenaires. Et la Russie, est-ce que vous n'en avez pas fait cas? Oui, la Russie, c'est déjà un acquis, c'est un partenariat qui existait depuis avant les événements du 26 juillet, mais c'est un partenariat qui était en léthargie. D'accord. Qui a été renouvelé, qui a été renforcé. Donc voilà, d'une manière générale, on peut dire que cette diplomatie militaire est très active. Nos attachés de défense dans les différents pays continuent à travailler avec force pour faire comprendre l'organisation militaire, l'organisation de défense du Niger dans les pays étrangers, mais surtout l'avènement de l'AES. Cet avènement, c'est très important parce que c'est notre principale force. Et c'est un avènement original et qui permet, au-delà de ces questions de diplomatie, échange d'attachés de défense, mais qui va au-delà. Donc la diplomatie militaire se porte bien, malgré le fait que nous nous soyons séparés, nous avons pris un certain nombre de dispositions pour assurer les intérêts de notre pays et de nos armées. Monsieur le ministre, vous parlez à un instant de l'avènement de l'AES, qui était une excellente chose pour nos trois États. Alors, question, monsieur le ministre d'État, nous sommes dans la confédération AES avec nos frères du Mali et du Burkina Faso. Il était question de la mise en place d'une force conjointe et des opérations militaires mixtes entre les trois pays pour lutter efficacement contre le terrorisme et la criminalité transnationale organisée. Où en sommes-nous sur ce différents points précis, monsieur le ministre d'État? Oui, l'avènement de l'AES, vous savez, est parti de cette question de défense. Nous sommes dans un même espace, nous faisons face au même type de menaces, notamment cette menace de groupes criminels. Il fallait mutualiser nos efforts. Parce que lorsque vous avez un terroriste qui quitte un pays pour aller dans l'autre, quand il est pourchassé, vous ne pouvez pas être en sécurité. Oui, ça c'est sûr. Alors, en plus de ça, vous vous souvenez de la guerre de la CEDEAO contre notre pays. N'eût été la prise de position du Burkina Faso et du Mali, ces pays allaient nous agresser. Ce qui fait que la création de l'Alliance des États du Sahel, cette création est notre passeport pour la sécurité. Nous avons désormais un espace de défense et de sécurité qui s'étend de Bosso à la frontière de la Mauritanie et qui s'étend du sud là-bas malien jusqu'aux frontières de la Libye. Dans cet espace commun, nos forces pourront désormais intervenir ensemble
ou bien une force peut faire appel à l'autre qui a des moyens un peu plus stratégiques pour défendre. C'est nouveau, c'est original et c'est sécurisant pour notre espace et pour nos populations. Donc, l'Alliance des États du Sahel, dans son opérationnalisation, le volet défense a déjà travaillé et mis en place un certain nombre de planifications, notamment au niveau des forces armées des 3 pays. Et les différents chefs d'état-major des armées se rencontrent régulièrement pour peaufiner cette coordination. Et la force unifiée, qui est pratiquement prête, cette force unifiée a un effectif de 5000 hommes. Cette force unifiée aura non seulement son personnel, le personnel, mais ses moyens aériens, ses moyens terrestres, ses moyens de renseignement et bien sûr son système de coordination. Et ce serait une force expéditionnaire, une force qui peut être déployée partout sur l'espace de l'AES. Nous y travaillons, les chefs d'état-major ont déjà fini leur planification et c'est une question de semaines pour que cette force-là soit visible sur le terrain. Mais d'ores et déjà, nous avons entrepris de faire des opérations, que ce soit entre le Burkina et le Niger, ou opérations à 3, ou bien des opérations de soutien à l'un ou l'autre des pays. Et ça marche très bien. Ce n'est pas lourd comme dispositif à mettre en place. Et il y a surtout la compréhension et la capacité de travail que nos officiers des 3 pays ont pour pouvoir mettre en œuvre les troupes sur le terrain et assurer le soutien de ces troupes-là. Monsieur le ministre d'État, revenons à l'interne. Avez-vous mis en place un cadre ou un mécanisme d'évaluation de performance au sein de votre département et quels en sont les résultats? En termes de mécanismes de contrôle et d'évaluation, comme tous les ministères, il y a un certain nombre de dispositifs qui sont là. Entre autres, mécanismes de contrôle d'évaluation. Je pense que le premier évaluateur d'un système de sécurité, c'est bien la population. Et nous observons que malgré la multitude de menaces, malgré la multitude de crises autour de nous, que les forces armées, FAN gendarmerie, assurent la sécurité, assurent la stabilité. Et à travers le bulletin des forces armées, qui est chaque 2 fois par semaine, les Nigériens peuvent avoir une idée de ce qui est fait sur le terrain. À titre d'exemple, pour l'année 2024, nous avions quotidiennement sur le terrain 18 000 hommes. Sur le terrain au quotidien? Au quotidien. D'accord. Alors, c'était en janvier dernier, en janvier 2024, nous étions à 12 000 hommes. Et les chiffres ont augmenté. Pourquoi ces chiffres ont augmenté? Voilà. Parce qu'il fallait renforcer. Il fallait faire un maillage encore plus près, plus étroit pour les terroristes, mais un maillage qui se rapproche davantage des populations. Et il fallait, par exemple, la région de la rive droite, cette région qui est particulièrement troublée parce que c'est une région particulière, c'est une région où tout est concentré.
Et les raisons pour lesquelles tout est concentré, tout le monde le sait, c'est une région extrêmement riche. Oui, tout à fait. Raison pour laquelle tout est concentré dans cette zone. Et c'est aussi une région qui a une géographie un peu difficile. Vous avez plusieurs cours d'eau qui séparent les localités, qui séparent un certain nombre de terres, entre deux villages distants de peut-être 5-10 km. Vous allez faire 2 heures, 3 heures parce que vous allez traverser des cours d'eau pour pouvoir y arriver. Donc c'est une région qui est particulièrement difficile sur le plan géographique. C'est une région enclavée, mais c'est une région extrêmement riche. Donc, et c'est une région qui concerne 3 pays. Donc cela explique un peu la complexité de la situation dans cette région. Sans compter les dizaines de sites aurifères et clandestins. Et comme vous le savez, partout où il y a de l'or, il y a de la criminalité. Ah oui, c'est sûr. C'est ça qui fait la particularité de cette zone. Alors, dans cette zone, dans les stratégies, Son Excellence, Monsieur le Président du CNSP, en a parlé très souvent. Notre ennemi principal a donné des instructions aux terroristes pour non seulement chasser les populations, empêcher de s'adonner à l'agriculture. Et c'est pareil de l'autre côté de la rive, sur la rive gauche, la région de Tillabéri. Parce que l'espace est recherché. Il fallait vider les populations. Bien sûr. Il fallait vider le terrain. Alors, l'accroissement des effectifs s'explique par la création de nouvelles unités de gendarmerie et la création de nouvelles unités militaires. Parce qu'il fallait à tout prix que ces populations puissent rester chez elles et que ces populations puissent cultiver. Et dans certains cas, les militaires devaient accompagner les populations pour aller au champ, cultiver, les accompagner pour revenir au village. Cela a naturellement augmenté les effectifs armés. Et après la saison des pluies, il fallait les aider à récolter. Il fallait les aider à engranger leur récolte. Et en 2024, Dieu merci, les populations ont pu cultiver, que ce soit dans la région de Walam, que ce soit dans la région de Téhéran. Il y a eu également des opérations de sécurisation des intérêts stratégiques. Oui. C'est la protection de tout ce que nous avons, les sites miniers, les sites pétroliers. Il y a aussi, bien sûr, les pipelines, même si il y a encore des actions de sabotage qui sont perpétrées. Mais toutes ces questions ont été encore prises en compte et ça explique la création de cette nouvelle force, la force de protection et de développement. Cette force aura pour mission de protéger toutes ces infrastructures critiques et aussi de participer aux actions de développement comme l'agriculture, comme l'élevage, comme aussi la fourniture de services et aussi pour former aux travaux manuels, de former les populations ou de construire des routes. C'est une force spéciale qui dépend de l'état-major des armées, à l'image des sapeurs-pompiers, à l'image de l'armée de l'air. Oui. Et cette force-là sera là pour aider à développer notre pays, aider à protéger les infrastructures d'intérêt économique. D'accord. Avant, une dernière question, peut-être de cet entretien. Au début de cet entretien, vous avez évoqué la situation sécuritaire d'avant
d'avant le 26 juillet. Alors, question, Monsieur le ministre d'État, pouvez-vous nous donner de façon générale votre sentiment sur la situation sécuritaire actuelle? Alors, ce qu'il faut retenir de la situation actuelle, c'est que nous sommes dans une situation de sécurité assumée. De sécurité assumée. De sécurité assumée. Nous assumons entièrement la sécurité et la défense de notre pays. D'accord. Je disais que c'était avant le 26, c'était une sécurité plus ou moins sous-traitée, sous tutelle. Aujourd'hui, c'est nous qui défendons notre pays par notre génie et avec les moyens dont dispose notre pays. C'est ça la situation. Et le sentiment que nous avons en tant que ministre de la Défense nationale, c'est un sentiment de satisfaction. Un sentiment de satisfaction parce que les Nigériens sont au devant pour une fois. Les Nigériens ont confiance en leur capacité. Malgré toutes ces menaces dont j'ai parlé tout à l'heure, des menaces de déstabilisation à gauche, des embargos à droite, je rappelle que quand je parle d'embargo, jusqu'à aujourd'hui, nous avons une centaine de véhicules, dont des blindés, qui sont retenus au Bénin. Au port de Cotonou. Au port de Cotonou. Pour nous ne savons quelle raison. Nous avons des aéronefs qui sont retenus dans des pays occidentaux, des aéronefs que nous avons payés. C'est comme si on vous met sur un ring, on vous attache les mains contre un adversaire. Mais malgré tout ça, les forces armées nigériennes, d'une manière, gendarmerie et FAN, et les autres forces de défense et de sécurité se battent pour la sécurité et la stabilité dans notre pays. Donc cette satisfaction-là, elle est entière, elle est sincère. Parce que en tant que ministre de la Défense nationale, nous saisissons l'engagement de nos personnels, l'engagement des fils du Niger qui sont dans les forces. Malgré les sacrifices, ces jeunes Nigériens sont déterminés à défendre leur pays. Parce que c'est que beaucoup de Nigériens, et c'est l'occasion, ne le savent pas, c'est qu'en réalité, un autre pays fait face non pas à ces problèmes superficiels d'une gouvernance ou d'un président déchu, non, c'est au-delà de cela. Parce que notre pays est particulier. Le chef de l'État a l'habitude de dire que notre pays est béni. Mais notre pays, c'est un pays stratégique. Qui dit pays stratégique dit menace. Oui. Par exemple, vous regardez, vous cherchez, dans les pays africains, parmi les pays africains, ou même dans le monde, il est rare de trouver un pays qui a toutes les sources d'énergie. Au Niger, il y a de l'eau. Le fleuve, bien sûr, les cours d'eau. Nous avons de l'eau souterraine. L'eau est une source d'énergie. Au Niger, il y a du pétrole. Ça, tout le monde sait. Tout le monde le sait, c'est sûr. Au Niger, 365 jours par an,
il y a du soleil. Au Niger, il y a de l'uranium. Et quand on regarde toutes les guerres du monde, c'est la source d'énergie. Tout à fait. Raison pour laquelle, au Niger, il ne faut pas voir le superficiel, il faut voir ce qu'il y a autour. Et par rapport à ça, nous devons continuer de nous organiser. Nous devons continuer de prendre en charge notre sécurité, d'investir dans la sécurité et la défense de nos territoires. Donc, c'est une satisfaction et c'est pour cela que tous les Nigériens doivent être engagés. Les Nigériens des zones rurales, comme les Nigériens qui sont à l'intérieur, pour défendre leurs biens. Je vous ai donné juste un exemple de ça, sans compter les autres services. Et pour défendre cela, il faut se réveiller. Il faut croire. Et les Nigériens doivent croire à leur pays. Et il nous appartient non seulement de faire face aux menaces, nous qui sommes les forces de défense et de sécurité, mais aussi de sensibiliser et d'informer le reste de nos populations pour que les gens comprennent que ce bien-là que nous avons, à aucun prix, nous ne devons le laisser à quelqu'un d'autre. Celui qui veut, il peut collaborer avec nous, mais il ne le prendra pas. Et la satisfaction est d'autant plus grande que les forces de défense et de sécurité sont informées de cela. Les forces armées nigériennes défendent en premier et continuent à défendre. Et nous avons, pour terminer, nous avons, les Nigériens ne le savent pas, nous avons une des armées non seulement les plus aguerries, mais une des armées qui a le plus d'officiers compétents. Ces officiers ont été formés partout dans le monde, en Asie, aux États-Unis, en Afrique, en Europe, mais ces officiers n'avaient pas eu l'occasion, pendant un certain nombre d'années, de pouvoir montrer ce dont ils sont capables. Et je pense que 2024, ça a été l'occasion de montrer juste un peu de ce que nous pouvons faire, de ce que les officiers connaissent. Mais cela va se poursuivre en 2025 et dans les années à venir. Monsieur le ministre, voilà qui rassure. Avez-vous un mot de fin avant de boucler cet entretien? C'est surtout rendre hommage. Rendre hommage à ces jeunes qui se battent sur le terrain, mais rendre hommage et demander à ce que nos populations se souviennent toujours des éléments des forces de défense et de sécurité qui tombent sur le terrain. Ces jeunes donnent leur vie pour que nous, qui sommes ici, ou bien ceux qui sont en ville, puissent vivre, puissent dormir, puissent vaquer à leurs occupations. Ces hommes qui sont décédés méritent toute la reconnaissance de notre pays et de nos compatriotes. Et leurs familles doivent être respectées. Ce sont des familles qui ont donné des enfants qui se sont battus pour leur pays. Ça, je pense, il y a un hommage à leur rendre. Il y a des occasions à réserver pour rendre hommage à ces jeunes qui ont perdu leur vie pour que les autres puissent vivre. Et je remercie les populations nigériennes pour leur contribution. De plus en plus, les Nigériens comprennent que la sécurité, ce n'est pas seulement l'affaire des forces, des forces armées ou des forces de défense et de sécurité, c'est l'affaire de tout le monde. Et leur contribution est essentielle. Et leur contribution à travers les appels pour informer des situations, à travers les renseignements pour arrêter des criminels, cette contribution est précieuse.
Et nous pensons qu'avec les sensibilisations et l'information, cette contribution va encore aller plus loin que cela. Mais toujours est-il qu'il y a un gros changement entre avant le 26 juillet 2023 et maintenant, en ce qui concerne la participation de notre population à la sécurité. Et je leur rends aussi un hommage mérité. Merci, monsieur le secrétaire. Merci. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cet entretien. Merci de l'avoir suivi. Pour notre prochain entretien, nous allons recevoir sur ce même plateau le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique et de l'administration du territoire. Excellente soirée à tous. Audio Jungle.